Là, je me trouve à Oaxaca. Oaxaca, chef-lieu, enfin la plus grosse ville de l'État du même nom au Mexique. Une belle douce énergie, il fait bon. Bon là il fait 30 degrés, hein, mais il fait pas lourd, il fait pas humide. Voilà, il y a des mecs qui jouent du xylophone. Et il y a un monde pas croyable en fait dans les rues. C'est assez délirant. Donc là, je suis sur la place de la Constitution, la place principale de la ville. Vous avez donc l'architecture coloniale espagnole, des bâtiments qui entourent la place, ces grands arbres là, qui sont multicentenaires. C'est vraiment... Et puis alors les bancs. Les bancs en fer forgé qui jalonnent toute la ville. Bon je vais traverser la place tranquillement. Au milieu des Mexicains. Parce que je vois pas beaucoup d'occidentaux, très sincèrement. Et puis on a plein de rues piétonnes. Ça aussi ça fait plaisir. À Oaxaca, il y a plein de rues piétonnes. Là vous voyez la rue entièrement piétonne et putain sur une grande longueur. Là je sais pas sur combien de centaines de mètres la rue est complètement piétonne. Les vendeurs de bijoux, les vendeurs de je sais pas quoi, des façades colorées. J'aime bien cette ville, Oaxaca. Des têtes de jaguar en une pharmacie. Ouais écoute, pourquoi pas. Et juste à côté d'une église. Là, ce genre de graffiti avec deux colibris s'embrassent en fait au-dessus d'une tête de mort. Intéressant. Alonso Chavez, l'auteur. C'est que ça. Excellente ces petites sculptures là, dans la rue. Les grosses agaves à partir desquelles on fait la tequila et le mezcal. Juste devant la cathédrale et l'entrée du musée. Musée des cultures de Oaxaca. Le patio d'entrée. Tout à fait charmant. Quand même. Faut bien le dire. Eh ben, on peut dire que ils font les choses en grand et en or. Le dorure de ce truc là, c'est juste délirant. Encore une fois, pour un musée. Alors, le musée des cultures, donc on est sur tout un tas de différentes cultures, bien évidemment. Vous aurez compris. Des chiens en poterie, des chiens en poterie. Dis donc, ils sont marrants ces chiens en fait. Oh oui, oh le toutou. Il est gentil le toutou. Frida Kahlo avec son chien. Donc là c'est quoi? En quartz. Des objets en quartz, des objets en jade, cristal de roche. Le couple là il est vraiment magnifique. Donc, il y a également tout un tas d'objets en or qui ont été retrouvés sur le site de Monte Alban et d'autres. Donc là vous pouvez voir des objets super bien ouvragés, tout en or. Bracelets, coupes. Un vrai trésor dans ce musée. Donc là je pense que ce qui est important c'est les symboles qu'il y a à gauche et à droite du personnage, enfin de son vêtement. Des symboles que je ne comprends absolument pas, si ce n'est à droite, où on pourrait peut-être y voir une forme pyramidale, et encore. Et le clou du spectacle, le crâne recouvert de turquoise et de nacre, retrouvé à Monte Alban, un chef-d'œuvre artistique. Un chef-d'œuvre artistique qui me fait penser à un autre chef-d'œuvre dont je vous ai déjà parlé, à savoir le masque de jade de Calakmul.
Et pourquoi je vous reparle de ce masque? Eh bien parce que Véronique Schweischer, que je ne connais pas mais que je salue au passage, m'a écrit un commentaire sous la vidéo sur Campeche et Calakmul, un commentaire que je vous ai mis à côté du masque. Eh bien dans ce commentaire, Véronique indique que la forme de papillon que l'on peut voir sous le menton du masque, interprété par les spécialistes comme étant un symbole lié au vent ou à l'âme du souverain décédé, en tout cas c'est ce qui est écrit sur l'écriteau au musée, et bien cette forme de papillon ressemble étrangement à la glande thyroïde, pour laquelle la littérature scientifique précise qu'elle a effectivement la forme d'un petit papillon, comme vous pouvez le voir sur les illustrations. C'est-il pas incroyable? S'agit-il d'une coïncidence, comme le demande Véronique dans son message? Eh bien je ne pense pas. Je pense même au contraire que c'était volontaire. Dans un masque de jade funéraire d'un puissant souverain de Calakmul, le fait d'insérer un gros papillon pile à l'endroit où doit normalement se situer la glande thyroïde, qui a justement la forme d'un papillon, c'est bien évidemment tout sauf du hasard. Et si l'on s'amuse à prendre le corps humain dans son ensemble en positionnant le papillon thyroïde au niveau du cou, il se trouve que cette glande endocrine se trouve au même endroit que le 5e chakra, souvent appelé chakra de la gorge. Ce chakra est considéré comme le centre de la communication, tant verbale que non verbale. Il se relie à notre capacité à exprimer nos pensées, nos émotions et nos vérités intérieures de manière claire et authentique. Est-ce le sens que les Mayas ont voulu donner à ce masque et à ce papillon en jade, à savoir que le souverain défunt avait été une personne centrée, à l'écoute des autres, sociable, honnête et sachant guider son peuple d'une voix posée et maîtrisée, toutes ces qualités étant associées à un chakra de la gorge équilibré? Ou alors c'est tout l'inverse, ce roi aurait été incapable de bien s'exprimer tout en étant manipulateur, incapable d'écouter et condescendant. Un vrai tyran quoi. Et les Mayas auraient créé ce papillon de jade pour qu'il puisse changer dans l'autre monde. Quoi qu'il en soit, pour nombre de thérapeutes travaillant dans l'énergétique et qui peuvent donc voir ou ressentir les chakras, toutes les glandes endocrines du corps humain seraient associées à l'un des 7 chakras principaux. Leur positionnement n'étant pas exact sur ce schéma, puisque par exemple l'hypophyse ne se trouve pas au sommet du crâne mais au milieu. Pour les autres chakras et glandes endocrines, on est quand même très proche de la réalité et en particulier pour la thyroïde donc. Pour rappel, le terme chakra nous vient du sous-continent indien et signifie roue en sanskrit, puisqu'il ressemblerait à de petits tourbillons en forme d'entonnoir lorsqu'on regarde le corps de côté comme sur l'image de droite, et à une roue ou un vortex d'énergie lorsqu'on regarde de face comme sur l'image de gauche. Chaque chakra serait un centre énergétique à la fois capteur d'énergie et transmetteur, destiné à alimenter notre circuit énergétique subtil. Est-ce que les Mayas voyaient et utilisaient les chakras à des fins thérapeutiques? Je pense sincèrement que oui. En tout cas, il semble vraisemblable qu'ils ouvraient les cadavres pour être en mesure de représenter ce papillon de jade pile au niveau de l'endroit du corps humain où on s'attend à voir la glande thyroïde ou petit papillon. Pour finir avec ce masque, est-ce que les 3 autres éléments que j'avais pu vous montrer, comme les 2 pétales de maïs en haut, les fleurs à 4 pétales pour représenter les oreilles, ou encore les crocs de serpent qui pendent aux oreilles, pourraient là aussi avoir une autre signification plus subtile? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Je remercie encore Véronique Schweischer pour son très pertinent message et je vous emmène maintenant sur le site archéologique de Monte Alban, tout en haut de la montagne. Pour aller à Monte Alban, et ben ça monte, et là on voit la ville de Oaxaca en bas, très étendue. Donc Monte Alban, un site occupé par les Zapotèques, mais qui, d'après les archéologues, aurait d'abord été bâti par les Olmèques. Les Olmèques étant antérieurs aux Mayas
sur la péninsule du Yucatan. On voit au loin, il y a tous ces édifices, ces structures, ces bâtiments là qui constituent la cité de Monte Alban. Ça devait être un sacré truc à l'époque. Waouh. Ah non, il y a encore plus haut là-bas. Cité construite il y a au moins 2500 ans, les archéologues penchent du côté des Olmecs comme étant les premiers bâtisseurs avant que ne se pointent les Zapotèques qui l'occupèrent pendant près de 1300 ans avant de disparaître mystérieusement au même moment que les cités mayas. Puis ce fut le tour des Mixtèques avant l'arrivée des Espagnols. Vous n'y comprenez rien, c'est normal, mais ça devrait aller mieux avec la carte qui va bien, avec Monte Alban en petit point jaune là au milieu. Et bien dans cette région de l'Amérique centrale, on va trouver plusieurs grandes civilisations dites mésoaméricaines, à savoir par ordre chronologique les Olmecs, les Mayas, les Zapotèques, ceux qui nous concernent avec Monte Alban, la civilisation liée à la cité de Teotihuacan près de la capitale Mexico, les Toltecs et enfin les Aztèques également autour de Mexico, et je vous passe les Hypothèques, les Pastèques, etc. Je me rends compte que ça fait beaucoup d'informations sur une seule carte, mais c'est aussi pour que vous voyez à quel point il n'est pas facile de retrouver ces petits entre toutes ces civilisations, alors que globalement on retrouve les mêmes types d'architecture, les mêmes pyramides, les mêmes calendriers, les mêmes coutumes quoi. Donc si on revient aux Zapotèques, ils se désignent eux-mêmes par le terme Benzal, à savoir le peuple du nuage, peut-être parce que leur cité principale, Monte Alban, était souvent entourée de nuages comme sur cette photo. Et sur cette superbe animation 3D, vous pouvez aussi voir que tout le sommet de la montagne a été aplani afin de construire un gigantesque complexe comprenant 2 immenses pyramides tronquées, des centaines de terrasses et une douzaine de groupes de bâtiments. Il faut quand même imaginer le tour de force pour un tel chantier, l'exécution de tels travaux nécessitant une sérieuse organisation hiérarchisée du travail de groupe. Ce qui fait dire à David Childress, chercheur sur les anciens extraterrestres, qu'il est évident qu'une immense ville mégalithique existait autrefois ici, mais qu'elle a été détruite. Et que, bien plus tard, la ville a été reconstruite, mais par des constructeurs beaucoup moins sophistiqués. Et pourquoi David Childress dit ça ? Eh bien parce qu'apparemment, les bâtiments les plus anciens sembleraient supérieurs en termes de technologie aux plus récents. On dirait que j'arrive sur un centre cérémoniel avec les piliers érigés là, peut-être des concentrateurs d'énergie ou peut-être juste des stèles. Et marche là. Pourtant c'était des petits gabarits comme moi à l'époque les mecs. Pourquoi ils ont fait des marches aussi hautes? Bon, en même temps ça a été refait. Bon, c'est là qui doit être la pyramide principale. Et 2 pyramides qui se font face avec un autel cérémoniel avec les piliers qui devait peut-être soutenir autre chose. Et puis toutes les petites pyramides que vous voyez là qui se succèdent. C'est fou comme c'est grand. Donc là des tas de pierres qui montrent que les travaux de rénovation sont pas terminés, ils prennent leur temps et ils ont bien raison. Il y a une énergie de zénitude mais partout sur les sites où je suis passé, et d'ailleurs c'est bien pour ça que les lieux n'ont pas été choisis au hasard. C'est qu'on a vraiment une espèce d'énergie de calmitude. Et c'est vrai que au-delà de l'aspect purement historique ou archéologique, venir sur un site ancien archéologique maya, zapotèque, olmec et prochainement aztèque, en fait vous avez aussi cette sensation de calme, de tranquillité. Vous pouvez prendre votre temps loin de la ville. C'est vraiment des sites où ça vaut le coup, rien que pour ça en fait, de venir se promener comme dans un parc, mais avec une énergie qui est forte en fait. Je pense qu'à la belle époque ça devait faire quelque chose de rentrer dans ce type de structure, voir l'énorme pilier et en sortant de la structure de tomber sur toute cette ville, ce centre cérémonial, puisque là comme d'habitude quand on a les pyramides comme ça, ce ne sont que des pyramides à but cérémoniel ou d'habitat pour les nobles, le roi et les prêtres. Les habitants eux vivent en dessous ou juste à côté, mais pas au sommet.
ici une autre place, une autre très grande place d'ailleurs. On dirait une sorte d'agora où on peut imaginer à l'époque les gens qui sont sur les marches, qui s'assiedent pour écouter l'officiant qui pourrait être debout là-dessus, sur cette plateforme. Je sens une énergie moins apaisée sur cette place. Ça m'oppresse davantage. Comme s'il y avait eu des événements forts. Et on sort de cette place et à nouveau une énorme grande place. Ah, c'est délirant. Délirant. À nouveau une place gigantesque avec toutes ces mini pyramides autour. Ah, ça peut être un sacré site, Monte Alban. Waouh! Cette gigantesque stèle de 5,80 m. C'est la plus vieille et la plus haute de tout le site de Monte Alban. Et là, il nous explique que c'était un observatoire astronomique. Grâce à cet obélisque, servait à montrer des indications très spécifiques pour le solstice d'hiver et le solstice d'été. Alors Monte Alban est notamment connu pour la galerie des danseuses, Los Docentes, que vous voyez là. Donc c'est des figures humaines gravées dans la roche qui représentent des hommes nus, la plupart obèses, et avec des grosses lèvres et un gros nez qui pourrait rappeler donc une influence Olmec ou alors de voisins de Monte Alban qui auraient été capturés et qui auraient été offerts en sacrifice. Alors ils expliquent qu'on aurait clairement des démonstrations de castration sur les statues. Bon là on voit pas bien, avec du sang qui coule, peut-être pour offrir aux dieux. Alors ces représentations sont à l'intérieur pour être protégées, mais également à l'extérieur. Donc bon, alors évidemment elles ont été pour beaucoup érodées, elles sont exposées comme ça à l'air libre, c'est pas très lisible vu comme ça c'est clair. Il y en a qui sont un peu plus visibles, donc on voit ce gros nez quand même, ces grosses lèvres. Donc là, avec ses jambes écartées, le fait qu'il n'y ait pas de sexe, ce serait peut-être la manifestation d'une castration, même s'il y aurait des glyphes juste en dessous de lui. On pourrait penser, là au niveau du premier chakra, la représentation du premier chakra en fait. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'autres explications à part le fait qu'on a affaire à des danseuses. Des danseuses. Vous voyez les signes là, les symboles gravés dans la roche, ça n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve chez les Mayas, chez les glyphes mayas ou chez les Olmecs ou les Zapotèques. Alors, je ne suis pas expert en Zapotèques, mais tout ce que je sais c'est que c'est des symboles qui sont extrêmement étranges dans leur conception. Donc si quelqu'un a une idée pour interpréter ces symboles, je suis preneur. Oui Maurice, et si tu retournais les photos? Ah bah oui, effectivement, quand on les retourne, on voit apparaître une tête. Merci Maurice. Y a pas de quoi. Et en plus, c'était écrit sur le panneau explicatif, comme quoi il s'agirait de pierres tombales gravées de scènes de conquête, la tête inversée, signifiant la manière de représenter les vaincus. Mais peut-être que vous y voyez autre chose, qui sait. Autre représentation gravée dans la roche. Et là, le personnage central, je sais pas si vous voyez le nez qu'il a et la bouche. Enfin, ça fait pas très humain quand même, cette histoire. Donc forcément, ça doit être un dieu fantasmagorique, inventé par ceux qui l'ont gravé. Moi, j'y vois un reptilien. Tout simplement, évidemment. Là, en tout cas, à gauche, il est peut-être humain, mais bon, si vous voyez ses pieds, ou plutôt ses pattes, avec des griffes, tout ça fait pas très humain. En même temps, si on regarde de plus près la tête de celui qui est assis sur un genre de trône, on voit qu'il a sa tête intégrée dans un genre de casque formé par une tête de jaguar, ce qui pourrait faire dire que les griffes du personnage pourraient être des griffes de jaguar. Après tout, ça se tiendrait, sauf que lorsqu'on regarde un peu plus près ces fameuses griffes, ça ressemble pas vraiment à des griffes de jaguar.
Moi, j'y verrais plus volontiers des pattes et griffes d'un reptile. Mais bon, pas facile de comprendre globalement de quoi il s'agit dans cette scène, hein, avec des mains et des traces de pieds qui se mélangent joyeusement avec des têtes humaines et des têtes de jaguar, et tout un tas d'autres symboles purement incompréhensibles pour les profanes que nous sommes. Je vous présente l'un des plus gros arbres du monde, l'arbre de Thulé. Cet arbre est vraiment gigantesque. Ah, waouh, incroyable. Là on est sur du 40 mètres et quelques de périmètre. Je vais regarder les données qu'il y a à l'entrée du site. Plus de 2000 ans, 42 mètres de haut, diamètre 14 mètres. Un énorme truc quoi. Énorme. Donc si vous regardez bien en fait sur les espèces de boursouflures là qui est à la base de l'arbre, on peut imaginer des animaux, des oiseaux, en pareidolie en fait. Je vous propose un petit tour complet pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la circonférence de la bête en suivant la clôture. Donc l'arbre vieillit, c'est normal, donc il y a des branches qui tombent par terre. Commence à faire 2000 ans pour un arbre quand même. Donc voilà pour le petit tour de ce que je voulais vous montrer. Un des arbres les plus gros du monde par rapport à son tronc, et puis très ancien, plus de 2000 ans. Son fils à droite de l'église, le tout formant avec le jardin qui est juste à côté également, un lieu paisible, profondément empreint de sacré je trouve. Et j'adore, les arbres maîtres comme ça, c'est quelque chose.